Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu, j'ai beaucoup de séquences à vous faire voir aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite avec Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui répond à une question sur la loi Yed. Vu que plus de 650 000 personnes ont signé la pétition sur le site officiel de l'Assemblée nationale contre ce texte, ça ouvre la porte, au-delà de 500 000, à un débat à part dans l'hémicycle. Il sera organisé, ce débat. Alors, là, il y a un processus qui est fixé par le règlement. Déjà, moi, je suis très attachée, comme vous le savez, à la parole des citoyens. Donc, Justement. il faut toujours entendre ce que les citoyens nous disent. Il va y avoir un débat en commission des lois. Quand 650 000 personnes signent, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut dire quelque chose, bien sûr. Il faut en tenir compte, il faut que les députés en tiennent compte. Ils vont en tenir compte, en commission des lois, mais surtout, le débat, il va avoir lieu dans l'hémicycle avec la proposition de loi Yadan, puisque les députés vont s'exprimer. Bon, déjà, elle n'est pas très claire concernant son avis sur cette loi, et elle n'a pas l'air très heureuse que la pétition ait rencontré un franc succès. Après, je comprends pourquoi, hein. Son soutien inconditionnel à Israël, etc. Mais elle dit aussi qu'elle est très attachée à la parole des citoyens. C'est une blague. Tout le monde a le droit de dire ça, sauf elle. Quand on lui a posé une question sur le dossier Epstein, rappelez-vous ce qu'elle disait concernant les Français. Madame la Présidente, bonjour. Pourquoi s'opposer à la commission d'enquête relevant de la... Sujet, excusez-moi. Ce sont des questions des Français. Et alors Vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets. Voilà, donc ça se voit qu'elle est très attachée à la parole des citoyens. Bref, ensuite on a le CRIF qui définitivement montre que leur principale mission, c'est de défendre les intérêts israéliens. Un événement exceptionnel du CRIF à Paris, dans les salons Hoche, un événement en solidarité avec Israël. Bonsoir Anna, expliquez-nous comment cela se déroule. Bonsoir, oui, ici à Paris, le CRIF est parti d'un constat après plus d'un mois de tirs de missiles iraniens ou de son proxy du Hezbollah. Eh bien, les Israéliens parfois réalisent qu'il n'y a pas vraiment de solidarité envers eux. Et c'est dans ce contexte justement que le Conseil représentatif des institutions juives de France a décidé d'organiser cet événement de solidarité envers les Israéliens. L'occasion évidemment pour les personnes qui sont présentes ici de témoigner de leur solidarité envers ce que vivent les Israéliens, mais également de réfléchir beaucoup plus profondément à l'avenir aussi d'Israël, mais également à l'avenir dans les relations entre Paris et Jérusalem. On a eu l'occasion tout à l'heure d'échanger avec le président du CRIF, Yonatan Arfi. Oui, cette soirée, c'est un temps d'hommage aux victimes israéliennes, ces victimes civiles visées par les bombardements iraniens et dont on ne parle pas en Europe, dont on ne parle pas assez en France. C'est aussi un temps de solidarité pour dire à la société israélienne bien que les Israéliens et les Israéliennes ne sont pas seuls dans le combat qu'ils mènent, que le combat qu'ils mènent contre l'obscurantisme iranien, c'est un combat qui évidemment concerne l'ensemble des Juifs dans le monde, mais aussi l'ensemble des démocraties. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui pensaient encore naïvement que le CRIF était là pour défendre la communauté juive en France. Hein. Parce que ça, c'est clairement un gala d'Elnet. Et c'est scandaleux qu'aujourd'hui, une officine qui soutient ouvertement un gouvernement génocidaire soit autant respectée et crainte par le monde médiatico-politique. Parce que ce que défend aujourd'hui le CRIF, c'est notamment ça. 4, 3, 2, 1. Ces soldats israéliens se filment dynamitant des bâtiments dans le sud du Liban. Nous avons localisé cette vidéo. Il s'agit du village de Der Syrian, à 6 km de la frontière israélienne. Il a été rasé, comme le montrent ces images prises par des drones. Des destructions, confirmées par ces photos satellites prises le 17 mars, puis le 31. Nous avons sollicité l'armée israélienne au sujet de ces vidéos de démolition. Voilà sa réponse. Israël agit contre le Hezbollah dans le cadre du conflit armé avec l'organisation. L'armée israélienne opère en accord avec le droit international et ne détruit pas des propriétés civiles, sauf en cas de nécessité militaire impérative. C'est vrai que le sud du Liban est un des fiefs du Hezbollah, mais l'usage répété d'explosifs pose question selon Amnesty International. Le droit humanitaire international dit que les bâtiments civils peuvent être détruits s'il existe une menace imminente. Si un soldat est capable d'entrer et de poser manuellement des explosifs, cela veut dire qu'il n'y a pas de menace imminente pour leur vie. Et donc, ces actions devraient faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre.
Surtout, d'après ces images publiées par un journal libanais proche du Hezbollah, l'armée israélienne utiliserait aussi des pelleteuses pour démolir des villages dans le sud du Liban. Ce que semble confirmer cette autre vidéo, publiée, elle, par un journaliste israélien. De son côté, le ministre israélien de la Défense assume une politique de démolition de villages libanais. Toutes les maisons des villages adjacents à la frontière seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beth Hanoun à Gaza, afin d'éliminer une fois pour toutes les menaces le long de la frontière qui pèsent sur les habitants du Nord. Franchement, le 20h de France 2, hormis Léa Salamé bien sûr, uniquement dans leurs mini-reportages comme celui-ci, ils font vraiment le taf depuis un moment. Et ça change de BFM TV, qui est dans une opération de promotion de l'armée israélienne, c'est incroyable. À entendre son bruit, impossible d'imaginer la particularité de ce drone. Il est piloté grâce à l'intelligence artificielle. Le décollage se fait de manière totalement autonome. On appuie sur un seul bouton, on attend, 1, 2, 3, et il s'envole dans les airs. C'est dans ce laboratoire que les drones sont testés et leur technologie, c'est qu'ils peuvent se déplacer uniquement avec cette manette et les mouvements de la main. Vous pouvez voir la cible sur l'écran qui indique là où je pointe avec ma main. En haut, en bas, à droite, à gauche. Grâce à ces mouvements, je dirige le drone là où je veux. Une utilisation très simple, à destination de l'armée. Cela permet aux soldats de rester en sécurité, tout en effectuant des missions de reconnaissance extrêmement précises, dans n'importe quel bâtiment. Ce modèle de drone peut voler environ 10 minutes, voire un peu plus, ce qui est largement suffisant pour scanner un bâtiment. Créée en 2018, cette start-up de Tel Aviv produit plusieurs exemplaires de drones. La dernière guerre les a encore poussés à innover. Ils ont osé intituler cette séquence « Israël, BFM TV dans les coulisses des drones de Tsahal ». Ils font passer cette armée pour une armée technologique, cool, etc. Et ça me fait penser à un sketch de Dieudonné qui date maintenant de plus de 15 ans et qui décrivait déjà, je trouve à l'époque, beaucoup mieux l'utilisation des drones par Tsahal que le fait BFM TV. Les Israéliens sont mauvais. J'ai joué en 2006 à Beyrouth, après les bombardements, attention. La guerre préventive, ils ont appelé ça. Ils sont faux culs, les mecs. Ils font la guerre, mais elle est préventive. Mais ils sont morts, les gens, de quoi tu parles? Oui, mais de manière préventive. C'est une guerre propre, en plus. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est une guerre propre, bien sûr, au niveau moral. C'est-à-dire l'Israélien va faire la guerre, ça va. Alors c'est encore plus propre quand tu es dans l'aviation israélienne. Ah ben, c'est-à-dire que maintenant ils ont des drones, comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de pilote embarqué. Alors c'est propre, tu es chez toi, tu as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Tiens, ramène-moi des pistaches pendant que je balance du phosphore blanc. Tout ça, bien sûr, est dans le cadre des conventions de Genève. Convention de Genève qui ne concerne bien sûr que le canton de Genève. C'est juste un sketch, mais vous voyez, c'est beaucoup moins cool et stylé que la description faite par BFM. Parce que l'utilisation de drones, c'est terrible dans la guerre. Les bombardements sur des civils, ça l'est encore plus. Ce que je dis, c'est logique, c'est même simplé. Mais je me sens obligé de le dire vu les discours dans les médias qui nous décrivent des populations, notamment la population iranienne, qui demanderaient à ce que la guerre ne s'arrête pas. Et c'est Marlène Schiappa qui nous dit ça sur Radio J. Moi, j'ai eu des échanges avec beaucoup d'Iraniens qui vivent maintenant en France, qui me disaient la pire chose qui pourrait arriver, ce serait que la guerre s'arrête avant que le régime des mollahs ne tombe. Ah, vous considérez qu'il faut que la guerre aille jusqu'au bout, que Trump mène sa guerre jusqu'au bout, avec Benjamin Netanyahu, et que le régime tombe? Je ne dis pas que c'est ce que je dis que moi j'écoute ce que me disent les personnes. Ouais. Moi, franchement, je pense que c'est un sujet extrêmement délicat et qu'il faut avant tout donner la parole aux personnes qui sont concernées, toute la famille sur place, qui vivent sur place, etc. Déjà, ça la fout mal. Une pseudo-féministe comme Schiappa qui répond à des questions d'un Frédéric Aziza accusé pour agression sexuelle. Bref, encore une fois, à quel moment appeler à faire la guerre, c'est devenu normal, voire même quelque chose de bien. Et c'est Hakim Omiri qui le fait remarquer. Je rappelle que sa profession, c'est humoriste. Donc un pays où les humoristes sont plus raisonnés et pertinents que les élites, c'est quand même mal barré. Je sais que je vais dire un truc de ouf, que ça risque de choquer du monde dès le début de l'émission, mais vous vous souvenez quand la guerre, c'était mal? Non mais je demande au cas où, parce que en ce moment, dans nos médias, la guerre a plus de justificatifs qu'un dossier de location d'un appart à Paris.
Il y a beaucoup trop de gens qui se portent garant, quoi. Politiciens, éditorialistes, chroniqueurs, ils trouvent tous plus d'excuses à la guerre que Bayrou avec Betaram. Écoutons quelqu'un de neutre nous rassurer sur les intentions d'Israël qui bombarde le Liban. Au hasard, demandons par exemple à l'ambassadeur d'Israël. Ce n'est pas notre volonté de rentrer dans le Liban, d'envahir le Liban et de prendre des territoires libanais, pas du tout. Ah bah c'est bon, alors ça va. Là, parce que nous on a cru, mais pas du tout. Du coup, autant pour nous. Là, on va quand même pas commencer à remettre en cause la propagande. L'Iran a subi des frappes préventives. Et là, sur le Liban, là, Israël attaque et annexe des territoires, mais contre sa volonté. À elle. Non mais j'ai pas peur de le dire, hein. C'est Israël la victime. C'est Israël qui est victime des attaques qu'elle mène elle-même. D'ailleurs, l'armée israélienne est déjà au Liban. Ça, elle est déjà assez profondément... Non, pas trop profondément. Pas trop profondément. Non. Juste le bout. Il est quand même fabuleux l'extrait avec l'ambassadeur d'Israël. Et pour justifier cette schizophrénie, qui consiste à bombarder toute la région et se placer en tant que victime, BFM TV, toujours eux, ont fait un nouveau sujet, cette fois sur une maternité israélienne. Depuis 46 jours, 3 portes blindées protègent les accouchements à Haïfa. Cette petite est née il y a quelques heures. J'ai accouché 1 mois avant le terme et je pense que c'est parce que je faisais tout le temps l'effort de monter et de descendre dans les abris. Les naissances se font donc au sous-sol. Vous sentez l'effet bunker. Miri, la chef de service, nous emmène dans ce hall d'accouchement improvisé. Si la femme crie ou si le mari s'évanouit, vous savez, tout arrive ici. On n'a même pas de place. Regardez comme on est. C'est vraiment dur pour nous. On n'a pas le temps. Imaginez un instant la situation où une patiente est en train d'accoucher. On entend une sirène, on a uniquement 1 minute 30 pour se mettre à l'abri. Juste imaginez. Alors c'est tragique, vraiment, peu importe les circonstances. Un hôpital et encore plus une maternité ne devraient jamais avoir à craindre d'être attaqués de quelque manière que ce soit. Les enfants qui naissent là-bas n'ont pas demandé à naître sous un gouvernement génocidaire. Ce que je veux pointer du doigt, c'est l'hypocrisie des médias français qui, lorsqu'il s'agissait des hôpitaux palestiniens, libanais ou des écoles iraniennes, parlaient de dommages collatéraux. Bref, toujours sur BFM TV, ils vont aussi parler de la commémoration de la Shoah en Israël. Vous avez raison et tout s'est arrêté pendant quelques minutes, 1 minute 30, 2 minutes à peine, vous le voyez encore sur les images de Valentin Rivolier. Les personnes ici s'arrêtent pour commémorer les 6 millions de victimes de juifs lors de la Shoah. C'est une journée très particulière ici en Israël. Tout s'arrête, vous voyez, certaines personnes commencent à reprendre leurs activités, mais pendant 1 minute 30, 2 minutes, pendant le temps des sirènes, eh bien, la circulation s'est arrêtée. Ceux qui étaient en train de jouer au beach volley se sont arrêtés, les coureurs également. Une journée très particulière qui va aussi ouvrir une semaine de commémoration ici en Israël. Bon, je trouve qu'ils auraient pu trouver un meilleur décor, parce que le jour de cette commémoration, montrer des gens bronzés sur la plage, c'est bof. Bref, en tout cas, Netanyahou, lui, va saisir l'occasion pour comparer l'Iran à la Shoah. Benjamin Netanyahou s'est exprimé hier soir en marge de l'ouverture des commémorations des victimes de la Shoah. Il a fait un lien entre l'Iran et la Shoah. En tant que Premier ministre d'Israël, j'ai promis qu'il n'y aurait pas une autre Shoah. Cette année, nous avons concrétisé cette promesse par des actions tangibles. Nous avons porté au régime iranien de terreur le coup le plus dur de toute son histoire. Alors si Benjamin Netanyahou parle de Shoah, c'est-à-dire d'anéantissement du peuple juif, eh bien c'est parce que l'Iran à plusieurs reprises a menacé l'État d'Israël de destruction et cette guerre est présentée ici en Israël comme une guerre existentielle. Si on y réfléchit bien, sous la loi Yadan, Netanyahou aurait été condamné, vu qu'il compare la Shoah à un événement qui n'a rien à voir. Bref, tout est bon pour diaboliser l'Iran, on a bien compris, et c'est sur le service public, aux 20h de France 2, mais aussi sur France Inter, que vont être interviewés Jacques Paris et Cécile Collère, 2 ex-otages détenus en Iran. Ils vous ont forcé à avouer l'espionnage à la télévision dans une vidéo qui était passée, et ça, c'est un des moments les pires. C'est un moment les pires de notre vie, tout court. Vous savez, c'est un processus qu'ils ont mis en place pour arriver à leur fin. Lorsqu'ils vous mettent devant les caméras, il faut comprendre que vous n'avez pas le choix. Parce qu'ils vous disent ce qu'il faut dire, et vous n'avez pas le choix. Si vous ne le dites pas, que va-t-il vous arriver ? Il faut là essayer de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, Cécile Collère. Qu'est-ce que vous y avez vécu
Pourquoi est-ce que cette section 209 de la prison d'Evin est si terrible ? D'abord parce qu'on est tout seul. Pendant 3 mois, on a été vraiment tout seul. Donc il faut vous imaginer que les seules interactions avec des êtres humains, c'est vos gardiens et vos tortionnaires, c'est-à-dire les gens qui prétendent vous interroger. On dort par terre, on n'a aucun accessoire, aucun vêtement. Rien, pas de brosse à dents, pas de livre, rien. On est totalement seul entre 4 murs. Donc déjà ça, en soi, c'est une torture. Il faut savoir qu'ils ont été libérés en novembre dernier, donc il y a 6 mois déjà. Donc je me demande pourquoi faire la tournée des médias aujourd'hui précisément. Bref, on va passer à un autre pays qui est diabolisé en France. Je parle bien évidemment de l'Algérie. L'Algérie qui a accueilli hier le pape Léon XIV. Et ça a fait péter les plombs à l'extrême droite. Ils sont même allés jusqu'à relayer des fake news concernant des attentats en Algérie. Elisabeth Lévy, elle, nous dit que les chrétiens ne sont pas bien traités en Algérie aussi. Mais est-ce que c'est quand même pas... Elisabeth Lévy. Excusez-moi, les chrétiens ne sont pas très bien traités en Algérie, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, y compris en secret. Il y a un mouvement vers le catholicisme, ce qui est très émouvant d'ailleurs quand on parle avec des gens. C'est vraiment... parce que c'est quand même des pays où c'est pas facile. Et je me demande si c'est pas quand même, si vous voulez, par rapport au gouvernement algérien, si c'est pas en même temps, disons, un satisfecit qui lui est donné. On marque une pause. Ils vont exploiter ça à mort, l'islam des Lumières, etc. Alors qu'effectivement, 47 églises ont été fermées en Algérie par le gouvernement. Ils sont tellement maltraités que le pape est accueilli là-bas. Mais admettons, c'est possible sur le papier. L'Algérie est à majorité d'une autre religion, donc c'est possible en soi. Elle n'a aucune preuve, mais pourquoi pas ? Moi, ce que je veux souligner, et vous commencez à me connaître, c'est le 2 poids 2 mesures. Parce que quand il s'agit des chrétiens d'Orient persécutés par Israël, et pour le coup des preuves, il y en a, c'est silence radio du côté de l'extrême droite française. En Terre Sainte, des Israéliens juifs radicaux persécutent impunément des Palestiniens chrétiens. Je vous retrace les événements de ces derniers mois. Ces derniers jours, alors que les chrétiens de Terre Sainte célébraient la Semaine Sainte, le gouvernement israélien a décidé d'interdire l'accès au Saint-Sépulcre à des milliers de fidèles. Ce lieu est pourtant le plus important pour la chrétienté puisqu'il renferme le tombeau du Christ. Sur les réseaux sociaux, des vidéos révoltantes ont été partagées. Elles montrent des hommes armés qui agressent violemment des fidèles qui tentent d'accéder à leur église. Mais les persécutions du gouvernement ne s'arrêtent malheureusement pas là. 2 députés d'un parti juif ultra-radical, membres de la majorité gouvernementale, aimeraient envoyer en prison toute forme de prosélytisme chrétien. Concrètement, les chrétiens seraient interdits de faire l'apologie du christianisme, ce qui pourrait même empêcher le catéchisme. Une loi qui, si elle est adoptée, est digne des États les plus répressifs. Et cette loi s'inscrit dans une vague antichrétienne beaucoup plus profonde. Les responsables religieux locaux tentent d'alerter depuis plusieurs mois sur ce qu'il se passe en Terre Sainte. Le père Nicodème Schnabel de l'abbaye de la Dormition parle même d'actes antichrétiens soutenus et encouragés par le gouvernement. Ça, c'était il y a quasiment 2 ans. Mais récemment aussi, avec les villages libanais à la frontière. Et une des seules interventions dans un média d'extrême droite que j'ai pu retrouver sur le sujet récemment, c'est celle-ci. Quelles sont les craintes des Libanais aujourd'hui ? Alors bien sûr, il y a la crainte immédiate de fuir les bombardements israéliens. Personne ne sait jusqu'où Israël veut aller, notamment depuis que Bezalel Smotrich, l'inénarrable ministre des Finances, et jamais démenti par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a déclaré que la banlieue sud de Beyrouth ressemblera bientôt à Khan Younes, une ville de Gaza complètement détruite. J'ai moi-même pu constater il y a quelques mois, et je l'avais abondamment évoqué à ce micro, le sort réservé aux villages du sud du Liban, y compris les villages chrétiens, complètement rasés, y compris au bulldozer, avec les champs passés au phosphore. Mais les Libanais craignent que les Israéliens veuillent aller encore plus loin. Je cite Rabbi El-Shaer, ambassadeur du Liban en France, proche du parti chrétien Kataeb, donc très hostile au Hezbollah, qui parlait au micro de BFM TV. Je cite « Ce n'est pas seulement une guerre contre le Hezbollah, mais une guerre contre le Liban pour le déstabiliser. Israël ne se soucie pas de la population civile libanaise. » Fin de citation. Encore une fois, c'est SOS Chrétiens d'Orient. On peut dire ce qu'on veut sur eux, ils sont cohérents sur le sujet. Leur préoccupation, c'est la sécurité des chrétiens d'Orient, peu importe l'identité de leur agresseur. Bref, sur la même radio, Radio Courtoisie, on va un peu changer de thème, mais pas complètement. Ils peuvent aussi faire intervenir des fous du bus qui militent pour la remigration des non-blancs et des musulmans. Quand est-ce que vous pensez que la remigration pourra-t-elle vraiment être appliquée ? On nous dit souvent que si en 2050 ça continue ainsi, eh bien l'Europe finalement sera grand remplacée. Ce terme que vous connaissez, j'imagine, très bien. Si la remigration n'est pas appliquée avant 2050, est-ce que ce sera un petit peu la mort de l'Europe ? Absolument. Nous avons donc un délai très court, car le problème est qu'actuellement, les Français sont encore majoritaires.
C'est pareil en Allemagne et en Autriche. Mais notre majorité est composée de baby-boomers, de gens qui sont assez âgés. Et si vous regardez les gens comme vous, les femmes européennes blanches qui sont encore jeunes, c'est seulement 1,2 ou 1,3% de la population mondiale. Et en Allemagne, sur une nation de 83 millions d'habitants, il ne reste que 11 à 12 millions de femmes allemandes de souche de moins de 40 ans. Nous sommes donc déjà enceintes d'un califat islamique en France et en Allemagne. Bon, les fous du puce dans son genre ne sont pas très intelligents, ils sont juste guidés par le racisme. Mais ça, la bourgeoisie l'a bien compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle a décidé de diffuser les idées racistes et de s'allier aux partis racistes xénophobes pour continuer à dominer. On le voit notamment avec le Rassemblement national, qui joue sur les affects racistes de la population, qui se présente comme un parti anti-système et qui, en même temps, va donner tous les gages à la bourgeoisie qu'il sera le parti qui maintiendra l'ordre social. Est-ce que vous êtes toujours, comme vous le disiez en mars 2025 dans les colonnes du Point, en guerre totale contre le système ? Ah, totalement, oui. Puis, alors, plus que jamais. Est-ce qu'on peut être en guerre totale contre le système quand Marine Le Pen, c'est nos confrères du Nouvel Obs qui le révélaient, dîne avec plusieurs patrons d'entreprises du CAC 40, Patrick Pouyanné, le patron de Total, et surtout pour la première fois Bernard Arnault, première fortune de France. Est-ce qu'on peut être en guerre contre le système, comme vous le dites, et rencontrer, dîner, déjeuner avec l'élite économique ? Absolument, pour exposer notre programme, leur expliquer et voir comment on peut éventuellement l'améliorer si on se trompe. C'est quoi l'objectif de ces dîners ? Est-ce que c'est un objectif pour convaincre les grands patrons de la pertinence de votre programme économique ? Est-ce que c'est au contraire eux qui vous influencent et vous font par exemple évoluer sur la question de la fiscalité, sur la question de la réforme des retraites ? Non, mais pas du tout. C'est de définir, déjà d'expliquer notre programme qui est très mal présenté aux acteurs économiques, améliorer éventuellement des choses qu'on n'aurait pas compris ou mal compris parce que on n'est pas Pic de la Mirandole et on ne sait pas tout. Mais nous, on est très disponible aussi pour voir les syndicats. Bon, il essaye de se défendre comme il peut, mais c'est pour cette raison-là que les médias depuis quelques années ont réhabilité l'extrême droite et qu'on voit sur toutes les chaînes des discours clairement racistes. Encore hier sur CNews, bon, c'est pas très étonnant, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Luc Ferry, il parle de dompter les élèves de la banlieue comme si c'était des animaux. Quand vous vous retrouvez dans un collège difficile de Seine-Saint-Denis ou de banlieue, l'enseignement ressemble à du domptage. Et que vous passez votre temps à faire de la discipline. Alors je vais enlever le mot domptage. Parce que... oui, mais on va quand même l'enlever. Parce que les mots aujourd'hui, on dompte des animaux. Donc on va on va enlever ce mot-là parce qu'aujourd'hui, c'est de la discipline. Oui, non mais j'entends bien, mais vous comprenez bien le mot. Mes mots, c'est pas les vôtres. Hein. Oui, mais c'est pour ça que si on me fait un procès, je me débrouillerai. Vous en faites. Je suis d'accord avec vous, mais c'est à nous qu'on le fait le procès. Généralement. Donc bon, mais si on peut plus, même chez vous, on est obligé de parler la langue de caoutchouc, c'est. Même chez vous, on peut pas dire. Mais c'est pas ça. Luc Ferry, c'est l'incarnation du bourgeois de la classe médiatico-politique. De par son parcours, ses discours, même sa manière de parler. Et par cette séquence, il démontre de manière grossière comment la bourgeoisie, ayant peur de perdre certains de ses privilèges, se réfugie dans le racisme. La cabale contre Bali Bakayoko en a été le parfait exemple. Et justement, selon moi, le fait que l'ensemble des médias traditionnels aujourd'hui fassent tous du CNews, c'est pas anodin. Écoutez sur France Info le lapsus de l'animatrice. On est sur le service public quand même. Écoutez. Et Viktor Orban reconnaît une défaite douloureuse. Vous restez sur CNews. Merci Paul, merci Nathan. Et puis vous retrouvez Soria Khaldoun dans quelques instants. Bon, j'ai envie de dire en même temps, toutes les personnes qui composent cette émission, que ce soit la présentatrice, mais aussi l'ultrationniste Nathan Devers et l'identitaire Paul Melun, sont des anciens de CNews. Paul Melun, qu'on retrouve où pour faire sa promo ? Les grandes gueules, eh oui, pour nous dire que Mélenchon c'est pas bien et que les banlieues sont dans la victimisation. Et par victimisation, il parle bien sûr de se plaindre du racisme. Je considère qu'il y aurait par exemple un gros discours de gauche à tenir, notamment sur les banlieues par exemple, en disant en fait vous êtes des futurs entrepreneurs, vous êtes des futurs journalistes, vous êtes des futurs patrons, vous allez réussir, vous allez travailler, vous n'êtes pas des victimes. Or on fait le contraire, c'est le discours de Mélenchon, on laisse les gens bien profondément dans la victimisation, on leur dit on va s'occuper, nous on est de gauche, on va faire des prestations sociales, on est de gauche, le discours de gauche c'est pas dire je suis de gauche donc je vais faire des prestations sociales. S'il y a bien une émission qui défend ardemment la bourgeoisie, avec une grosse pincée de racisme, c'est les grandes gueules. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à présenter quasiment que des chroniqueurs de droite et d'extrême droite aujourd'hui. Fini les Anas Kazib, les Sylvain Grandserre ou les Karim Zeribi. Fini aussi les auditeurs de divers bords politiques. Non, on passe que des bourgeois,
pour se plaindre des fameuses assistées, vous savez. Je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui cumulent quand même une grosse majorité d'aide sociale et qu'au final, en fait, ils gagnent beaucoup plus que quelqu'un qui se lève pour travailler le matin, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça un petit peu aberrant. Pourquoi vous le voyez autour de vous ou pas, Sandra? Qu'est-ce que vous avez comme exemple, dites-moi? Eh ben, moi, je connais par exemple pas mal de personnes qui touchent le RSA, qui ne se déclarent pas en fait en couple, donc on a les allocations mère isolée, on a des allocations familiales pour les enfants, on a les APL. On a des chèques pour aller faire de l'essence, pour aider à payer son électricité. On paye pas la cantine, on paye pas les soins dentaires, on paye pas, enfin tout ça. Et nous, on nous retire un quart de notre salaire en cotisation, quoi. En fait, j'ai du mal à comprendre les bourgeois. Si vraiment les personnes qui ne travaillent pas gagnent plus qu'un notaire, parce que cette fameuse Sandra est notaire, eh ben je lui propose d'arrêter de travailler pendant 1 an, qu'on rigole un peu. Elle ne le fera jamais. Pas parce qu'elle aime travailler, parce qu'elle sait pertinemment que c'est faux. Mais surtout, cette fameuse Sandra est recyclée par les grandes gueules. Oui, régulièrement, elle passe à l'antenne pour raconter des bêtises. Elle est donc passée hier, mais aussi le 17 novembre dernier, pour se plaindre cette fois des chômeurs. Quelqu'un qui n'a pas travaillé assez, il faut pas qu'il ait le droit au chômage. Donc là, en fait, ça a été augmenté, je crois, à 6 mois. Avant, c'était 3 mois. Et on entend souvent des gens autour de nous, faut que j'aille retourner travailler parce qu'il faut que j'aille me refaire du chômage. Non mais c'est quoi ça? Enfin, moi je suis désolée, ça fait plus de 30 ans que je travaille. La générosité française. J'ai jamais été en arrêt maladie. Enfin, j'ai des valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents, c'est les valeurs que je transmets à mes enfants. D'ailleurs, moi j'ai un grand qui est déjà qui a terminé ses études avec un bac+5, qui est déjà au boulot. C'est pas fini. Elle est aussi passée en août dernier pour se plaindre cette fois des fainéants qui sont au bar pendant que elle bosse. Et oui, parce que les bourgeois, ça bosse. Il y a aussi, Sandra, vos voisins qui attendent que vous alliez ramasser des cotisations sociales sur le canapé, tranquillement. Ça existe aussi, ça, Sandra. Mais bien sûr. Moi, je vous adore, Didier. C'est pas la première fois que je passe avec vous. Connaissez mal. Je vais vous dire, je suis... quand je me lève, je pars travailler, vous voyez, il est 7h30, alors le café, des fois, il est ouvert. Je passe, tout le monde est au café. Je reviens des fois à midi, ils sont au café. Je repasse à 13h, ils sont au café. Je rentre le soir à 6h30, ils sont au café. Et c'est les mêmes. Toute la journée, quand je suis au boulot, je les vois passer. Hein. Ils sont toute la journée en train de boire. Ils sont toute la journée en train de faire des jeux à gratter et des rapidos. Et moi, pendant ce temps-là, il faut que j'aille bosser pour ces gens-là. Bon, en général, les bourgeois, ça bosse bien au chaud. Jamais sur un chantier, dans un champ, sur la route, ou dans un EHPAD ou une crèche. Et ça ose se plaindre que le bas peuple n'aille pas se ruiner la santé dans des métiers pénibles jusqu'à 67 ans. Bref, Sandra, c'est pas fini. Et c'est là qu'on revient à ce que je vous disais, le lien entre la bourgeoisie aujourd'hui et le racisme. Sandra, elle est aussi passée en juillet 2023 pour prendre la défense du policier qui a tué Naël. Il y a eu tout de suite une enquête qui a été diligentée. Alors après, effectivement, ce policier, est-ce qu'il agit en légitime défense ou pas? C'est les conclusions qui vont le dire. Et puis, s'il y a condamnation, il y aura condamnation. Sauf qu'en fait, on dit ça parce qu'il y a la vidéo, mais au départ, ces policiers, semble-t-il, ont plutôt raconté que la voiture leur fonçait dessus. On était dans une version qui n'est pas tout à fait la version de la vidéo. Moi, je sais pas, il m'arrive de me faire contrôler, comme tout le monde. Moi, je sais pas, le policier ou le gendarme m'arrête, on me demande mes papiers, je les donne. On m'arrête, on me demande si j'ai bu, on me demande mes papiers, je donne mes papiers. Je suis courtoise, j'ai jamais eu de problème. Donc... voilà, il y a énormément de refus d'obtempérer. C'est pas non plus ce qui s'est passé dans la tête du policier, parce que il y a déjà eu un premier refus d'obtempérer. Après, il s'est peut-être dit, si jamais il part, on est en pleine journée, il shoot quelqu'un, une maman, les enfants. On leur dit qu'il faut agir, etc. Mais à côté de ça, s'ils agissent, on leur tombe dessus. S'ils agissent pas... ce qui est vrai, c'est que là, la voiture repartait pleine bourre. Voilà pourquoi les grandes gueules n'arrêtent pas de la passer régulièrement. C'est parce qu'elle partage complètement, à mon avis, les idées défendues par cette émission. Et ça ne m'étonnerait pas de voir un jour Sandra, la notaire, devenir chroniqueuse des grandes gueules. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager, booster la vidéo si vous le pouvez. Moi, je vous donne rendez-vous demain ou jeudi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Respirez un bon coup. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Merci pour les messages de soutien. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.